Une question pour Christian Parizeau. Pour commencer, demain, une réunion, semble-t-il, de la BCE. Et le journal nous dit une réunion de politique monétaire à haut risque ce jeudi. Donc voilà, à Francfort. Christian, face à l'embellie économique qui gagne l'Europe et une inflation qui a atteint sa cible, vous nous parliez de l'inflation tout à l'heure, la BCE va avoir fort à faire pour convaincre les marchés qu'il est encore trop tôt pour réduire son soutien. Un exercice de communication délicat pour éviter notamment tout mauvais signal qui ferait bondir les taux. Alors on sait que c'est toujours ce qui compte, hein, c'est les quelques phrases de la conférence de presse après l'annonce, effectivement, du maintien probable des conditions de la politique monétaire. Problématique générale, c'est que globalement... regarde l'économie, tout va bien, donc pourquoi continuer à être aussi généreux du point de vue de la Banque centrale, véritablement un risque, selon vous, cette réunion demain, ou sa communication derrière? Alors moi je suis pas très en stress sur cette communication. C'est vrai qu'il y a beaucoup, les marchés ont peur qu'il y ait un petit peu une relance des Allemands, hein, parce que l'inflation en Allemagne a été forte, elle va être forte à cause des effets de base, des baisses de TVA l'année dernière qui vont se répercuter et qui vont faire flamber vraiment l'indice des prix, mais c'est que des effets de base, hein. On a une base de comparaison très basse, donc forcément en variation sur un an, on va avoir des indices des prix très élevés et très au-dessus de l'objectif de la Banque centrale allemande. Mais est-ce que pour autant c'est les Allemands qui décident de toute la politique monétaire en Europe? La réponse est non. C'est un board et ils votent. Alors ils peuvent ne pas être d'accord avec les décisions de la BCE, mais c'est qu'une voix parmi d'autres. Et puis derrière ça, par contre, il y a juste un élément qu'il faut suivre, c'est qu'il y a deux choses. Il y a des programmes d'achat obligataires qui sont liés à aider la conjoncture, mais il y avait un programme qui était dédié à soutenir l'économie tant qu'il y avait l'épidémie. Et ça, le mot est important. Ouais. C'est-à-dire que c'était un programme qui pouvait être accéléré, ralenti, en fonction de l'impact de l'épidémie sur l'économie. Et là, par contre, il y a un vrai ajustement à faire dans les prochains mois de la part de la BCE. C'est peut-être un peu trop tôt aujourd'hui, mais avec les campagnes de vaccination, si on est sur une reprise très forte de l'économie et qu'on efface une grande partie de la chute d'activité, voire on pourrait rêver qu'on est à la fin de l'année à des niveaux d'activité d'avant-crise, ce programme n'a plus de lieu d'être et il pourrait être interrompu beaucoup plus tôt. Donc tout dépend un peu de la force de la reprise, de la rapidité de la reprise, des séquelles que va laisser cette épidémie dans l'économie. Mais c'est vrai que le ton de la BCE va évoluer sur ce programme-là, à proprement parler, plus que sur l'aspect inflation. Je pense que la BCE n'a vraiment pas de problème d'inflation aujourd'hui en Europe. Il n'y a pas d'accélération des salaires, il n'y a pas de boucle prix-salaire. C'est plus litigieux aux États-Unis. Hein. Je pense que Powell est beaucoup moins confiant, serein. Il y a plus de débats. Mais en Europe, c'est pas vraiment le débat. Mais par contre, sur ce programme pandémique qui était là pour soutenir les États, pour compenser l'impact de l'épidémie sur l'économie, il y a toutes les raisons pour que la BCE commence à ralentir ses achats. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a des marchés obligataires qui sont tellement drogués à ces achats, c'est pas le montant, il suffit qu'ils disent j'achète, tiens, 5 milliards, c'est rien, 5 milliards de moins, mais moi gérant obligataire, je n'ai plus rien à gagner, j'attends que les taux vont remonter, je dis ça y est, ils vont commencer à réduire leurs achats, je bloque tous mes investissements, j'attends que les taux remontent pour revenir sur ce type de placement. D'où l'importance du vocabulaire utilisé, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on va vers ce qu'on appelle un bear market, c'est une vraie correction durable du marché obligataire, parce que sinon plus personne va investir, et on n'a qu'à voir, hein, les réactions de taux, c'est pas le rythme d'achat de la BCE, puisqu'on a eu les statistiques, la BCE a accéléré ses achats, les taux sont montés. Donc c'est pas le rythme des achats, c'est les mots. Et les taux ont rebaissé pile au moment où Lagarde elle a dit on n'est pas pressé d'arrêter nos achats. Donc on voit que c'est la phrase qui l'emporte sur les rythmes des achats. Donc c'est pas les achats qui comptent, c'est le comportement derrière. Est-ce que vous avez aujourd'hui envie d'acheter de la dette allemande à taux négatif si vous pensez qu'on atteint vraiment un point bas et qu'ils peuvent que remonter demain? Vous attendez. Et c'est là le risque, et c'est là tout l'enjeu aujourd'hui des banquiers centraux, c'est comment éviter une surréaction des marchés obligataires. On verra demain si on commente les mots de Madame Lagarde. Sûrement. Autre sujet, pour terminer, plus agréable, le classement des villes les plus agréables à vivre au monde. C'est The Economist qui sort ce classement, a été publié aujourd'hui. Alors la crise de la Covid-19, elle a complètement modifié le classement en question. On retrouve en tête les villes qui ont... en tout cas dans un premier temps, réussi à s'adapter rapidement au Covid, en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande, et alors que c'est plutôt les pays européens qui ont perdu des places. Donc du coup, Auckland est à la première place, Osaka en 2, Adélaïde en 3, Wellington de nouveau en Nouvelle-Zélande en 4, alors que les villes européennes sont descendues dans le classement. Est-ce que vous imaginez que c'est quelque chose de très ponctuel, ou est-ce qu'il y a une espèce de shift comme ça qui peut être plus durable, plus pérenne dans
ces villes. Encore une fois, conséquence de la perception et de la façon dont a été gérée la Covid-19. Selon vous, c'est durable ou... J'ai envie de dire, à partir du moment où c'est simplement lié à une question de gestion de Covid-19, a priori, ce ne sera pas durable. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de ville, on se rend bien compte qu'il y a eu quand même beaucoup de mouvements. Et aujourd'hui, on fait quand même le retour dans les restaurants et le retour à une vie professionnelle un petit peu plus normale. Et on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont pris des décisions différentes sur le plan de localisation personnelle. Donc, il y aura forcément des mouvements sur tout ça. Après, je dois reconnaître que dans les villes que vous m'avez citées, je crois que je me sens bien là où je suis en France. Vous n'avez pas envie d'aller à Auckland? Je trouve que c'est sympa la Nouvelle-Zélande. Après, c'est peut-être un peu provincial. Aller se promener, oui, mais bon, somme toute, on est dans un beau pays, on a de la chance, donc profitons-en. C'est marrant, Vienne en Autriche, pas chez nous, qui était première place, en première position entre 2018 et 2020, se retrouve 12e, badabam. Vous pensez que c'est pérenne, vous, cette espèce de shift des villes où il fait bon vivre? On voit les petits points rouges, c'est l'emplacement des 10 premiers. On voit que ça se passe quand même beaucoup en Océanie, surprenant. Oui, alors moi j'aurais tendance que c'est pas quelque chose qui va durer, mais franchement aujourd'hui il y a plein de questions comme ça. Est-ce que c'est durable ou pas? On a eu les questions de télétravail, on en a parlé hier longuement. On a eu plein de changements qui ont été imposés par les faits, mais derrière on voit qu'il y a des changements de comportement. Donc est-ce que c'est durable ou pas? Faudra attendre un an. Alors je dirais juste en tant qu'économiste, c'est même plus loin. Je vais plus loin, c'est qu'on commence à avoir aussi des vrais problèmes de mesure de l'économie, de mesure des prix, de mesure de plein de problèmes statistiques, parce qu'on a eu tellement de changements dans l'économie qu'on a du mal à retranscrire la réalité économique. Donc ça vous montre à quel point aujourd'hui on manque d'outils. Alors déjà, si vous mesurez mal la chose, derrière, comment vous avez porté des conclusions sur la durabilité de la chose. Donc c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui on est quand même sur beaucoup d'incertitudes. Est-ce que le poids du e-commerce va rester au même niveau? Est-ce que vous allez toujours avoir envie d'aller vivre à la campagne quand on aura fini, quand on n'aura qu'un ou deux jours de télétravail? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça aujourd'hui qui sont... est-ce que c'est durable ou pas? Il faudra faire le suivi, parce qu'effectivement 4 villes en Australie, alors de fait c'est le pays qui est resté le plus ouvert, quasiment, enfin en tout cas dans les pays occidentaux, donc il y a évidemment un effet majeur. On verra si ça dure. Je crois que Brisbane c'est sympa quand même. Il y a beaucoup d'espèces dangereuses là-bas. Vous n'avez pas ça en région parisienne ou dans les provinces françaises. Vous voyez aussi il y a d'autres espèces dangereuses sanitaires, tout ça. Chez nous, c'est bien d'échapper au Covid, mais il y a des grosses bêtes dangereuses. Chez nous, il y a des grosses bêtes qui donnent des baffes. Merci d'avoir été à mes côtés ce soir. Très bonne soirée. Merci à vous de m'avoir regardé. On se retrouve demain, même heure, même adresse sur Bismart. À demain.